Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre projet qui porte sur le thème analyse prédictive d'une campagne de marketing bancaire, présenté par moi-même, Mamadi Diane, Fossou Cédric Emmanuel Goran, Salif Ndiaye. Le plan de notre présentation, nous allons parler ici faire une introduction, on parlera de prélèvement de données, on parlera des algorithmes et résultats. On parlera aussi d'une conclusion et discutera de nos résultats obtenus. Les banques possèdent d'énormes quantités d'informations sur leurs clients qui considèrent une base de données par la suite qu'ils vont utiliser pour les cibler individuellement, pour fournir des produits ou des services prédéfinis. Donc, ils adoptent souvent des stratégies de marketing direct qui ont pour vocation d'être en contact direct avec les clients, ou bien ils vont essayer de choisir des stratégies de masse, c'est-à-dire qu'ils ciblent plusieurs clients à la fois. Donc, le but de cette étude est d'augmenter l'efficacité de la campagne en identifiant les principales caractéristiques qui affectent un succès de campagne. Donc, nous allons utiliser quelques points d'algorithme d'intelligence artificielle pour identifier quels sont les facteurs qui ont le plus d'influence sur la décision d'un client à souscrire à un nouveau produit d'une institution financière. Pour cela, je vais passer la parole à mon collègue Salif Ndiaye qui va parler de la partie du pré-traitement. Donc, concernant l'étude des données, en fait, c'est une étude qui comporte trois étapes générales, c'est-à-dire discuter des informations générales sur les données, la répartition des données et ensuite les opérations qu'on a faites sur les données pour pouvoir entraîner ces données-là correctement. Donc, en gros, comme a dit mon ami tantôt, ce sont des données qui sont en lien direct avec des campagnes de marketing et ce sont des campagnes généralement basées sur des appels téléphoniques. Donc, les données qu'on a, en fait, on a un fichier qui a environ plus de 45 000 instances pour 16 attributs de décision et un attribut de sortie, c'est-à-dire si oui ou non ces clients-là vont souscrire à un service de dépôt à terme. Donc, dans le jeu de données, on a des variables numériques comme l'âge, la balance moyenne du client par année et des variables catégoriques comme si oui ou non c'est la première fois que c'est la campagne qui est effectuée, le statut matrimonial du client, le niveau éducationnel du client et bien d'autres. Donc, concernant les informations générales, quand on se pose sur les données numériques, on se rend compte que certaines données sont réparties de manière distribuée dans le jeu de données, qu'on peut regarder les écarts types ici, comme par exemple la balance ou la durée des appels. Donc, pour voir un peu de manière plus visuelle la répartition de chacun des attributs là, numériques dans le jeu de données, on remarque que ce soit pour les données qui sont liées fortement à la campagne, que ce soit la balance, la durée des appels, la, la, la durée de la campagne en elle-même, on voit qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas qui ont un nombre très bas justement pour ces différentes valeurs-là. Et on va voir justement qu'elles sont très corrélées à la décision finale. Des valeurs comme la durée, la campagne et le nombre de jours de campagne. Donc comme on peut voir ici, sur la répartition des données de sortie, on voit qu'il y a un très grand nombre de personnes qui n'ont pas souscrit et un très petit nombre de personnes qui ont souscrit justement au dépôt à terme. Et ça montre un peu la corrélation qu'il y a entre les données de campagne, comme la durée justement de l'appel, et ces variables-là de sortie. Parce qu'on peut remarquer que lorsqu'il n'y a aucun appel qui a été passé à un client, automatiquement, il n'y a aucune souscription qui est effectuée à ce niveau-là. Donc, passer maintenant aux opérations sur les données, il y avait deux étapes principales. C'est-à-dire, la première étape, c'était de traiter les données manquantes, mais heureusement, il n'y avait pas de données manquantes dans notre jeu de données. L'autre étape, c'était de
de traiter les variables catégoriques, c'est-à-dire les variables qui ne sont pas des chiffres ou des nombres, pour les renvoyer à des nombres pour que les modèles puissent les interpréter correctement. Donc, justement, on a utilisé une technique de one-hot encoding pour pouvoir changer ces variables catégoriques en variables numériques. C'est-à-dire c'est basé sur l'application d'une combinaison de 0,1 qui correspond à chacune des valeurs que peuvent prendre ces différentes variables catégoriques-là. Et il est important, après cela, de pouvoir séparer les données en jeu d'entraînement et en jeu de test. Mais il est important de pouvoir garder les mêmes répartitions et la stratification qu'on avait dans le jeu de base, comme on peut voir ici sur la figure avec les deux fichiers d'entraînement et de test. Ici, on peut voir un peu, c'est une répartition des attributs dans les données de test, qui est très fortement similaire à la répartition des attributs dans les données d'entraînement. Et cela, c'est pour montrer justement que les données sont réparties de la même manière que sur les données de test et les données d'entraînement pour pouvoir avoir quelque chose de viable pour les modèles et des résultats optimaux. Ici, le grand nombre de variables est expliqué justement par l'application du one-hot encoding sur les données pour pouvoir avoir des données numériques ou des données catégoriques. Donc, justement, concernant les modèles qu'on va utiliser pour ces variables-là, on va passer la parole justement à mon ami Cédric Ngoran pour cette partie-là. Maintenant, nous allons parler des différents modèles que nous avons utilisés pour effectuer ce travail. Ici, nous avons estimé 8 modèles connus pour leur robustesse sur le jeu d'entraînement que mon ami Sally vient nous parler. À la suite de cette évaluation, nous avons sélectionné les 3 meilleurs modèles en fonction de leur entraînement moyen sur le jeu d'entraînement. Ici, nous avons procédé par validation croisée. Validation croisée sur le jeu d'entraînement et nous avons pris le score moyen de ces validations-là. Nous l'avons mis dans la figure qui est présentée dans ces diapositives. En fonction du score d'entraînement, nous sélectionnons les algorithmes qui offrent la meilleure performance. Ces algorithmes-là sont le gradient boosting, le random forest et l'AdaBoost. On effectue ensuite une recherche en grille des paramètres pour maximiser l'exactitude à l'entraînement. On utilisera une fois de plus la validation croisée, mais cette fois-ci, elle aura simply. Une fois les différents résultats obtenus et les paramètres optimaux maximisés, nous utilisons le critère de ROC AUC qui signifie Area Under the Curve pour sélectionner le modèle qui a la meilleure performance et qui généralise le mieux sur le jeu d'entraînement et le jeu de test. Ici, dans cette figure, on peut voir que le modèle Gradient Boosting est celui qui a le meilleur AUC. Ainsi donc, notre modèle final est le Gradient Boosting. Il a une exactitude en test de 90,3% et dans la librairie Scikit-learn, nous avons un attribut Feature Importance qui permet de déterminer quels sont les différents attributs qui ont participé au score d'exactitude de sortie. Ici est représentée la Feature Importance Map, qui est une représentation graphique des différentes contributions des features du modèle de Gradient Boosting aux différents scores. Ici est présentée comme rapport final la matrice de confusion et le rapport de classification du modèle de Gradient Boosting. Ici, on peut voir que le taux de précision de notre modèle est de 79%. Ça signifie en d'autres termes que notre modèle prédit que 64% des dépôts à terme sont en effet des dépôts à terme et que 93% des dépôts à terme refusés ont effectivement été refusés. On constate donc que notre modèle est vraiment bon pour les données de la classe dépôt à terme refusé
mais moins bon pour les données de classe dépôt à terme accepté. Maintenant, on passe à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a rencontré vraiment assez de problèmes avec le jeu de données à cause de son débalancement. Puisqu'il y a une classe qui contient environ 80 à 82% du jeu de données, et l'autre classe contient seulement très peu de données. Donc, ce qui a fait que le recall du modèle s'est élevé à environ 68%. Ce qui est bon, c'est beaucoup mieux que de choisir aléatoirement, mais on aimerait trouver d'autres moyens, d'autres solutions pour vraiment améliorer la capacité de notre modèle à prédire. On a aussi remarqué en fonction de la map fournie par notre modèle, la Future Importance Gradient Boosting Map, les différents attributs qui sont corrélés au résultat. On a donc duration, qui est la durée des appels, on a l'âge, on a la balance. On peut pousser plus profondément en étudiant plus profondément ces attributs comme l'âge et la balance pour déterminer en fait quels sont les groupes d'utilisateurs qui sont beaucoup plus aptes à à souscrire à un dépôt à terme avec l'institution bancaire. Merci beaucoup pour la chance de nous avoir donné pour présenter notre résultat. Merci beaucoup et à bientôt.